La République démocratique du Congo se veut un état de droit et dans cette construction, le pays devrait compter sur ses élus. La participation féminine devrait peut-être être un assaisonnement assez particulier dans cette lutte. Bienvenue dans ce numéro de votre magazine Femmes qui reçoit pour vous une femme. Elle est députée nationale, elle est également présidente de la Commission droits de l'homme au sein de l'Assemblée nationale, présidente du réseau des parlementaires, abolitionniste contre la peine de mort, Christelle Vwanga. Bienvenue. Merci madame. C'est peut-être pour la énième fois que je vous reçois sur ce plateau. Ouais, c'est toujours un réel plaisir. Et c'est une grande joie pour moi de revenir ici. Parce qu'en 2017, oui, j'annonçais déjà sur ce plateau que nous serons candidats à l'élection législative. Et puis, Dieu a fait grâce. On s'est vu avant la campagne et aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale. Donc, gloire à Dieu de plus normal. Et merci à vous. Merci. Quoi de plus normal que vous puissiez revenir encore sur ce plateau. Deux journalistes, une analyste politique sur plusieurs chaînes de télévision, vous avez vu battre campagne. Je me rappelle au cours d'une émission, je vous ai posé la question, c'est quoi la finalité derrière vos analyses? À l'époque, c'était encore pas très bien défini. Aujourd'hui, députée nationale, au sein de l'Assemblée nationale, vous occupez aussi des postes de responsabilité. Je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes présidente au sein de la Commission des droits de l'homme, vous êtes également présidente des réseaux des parlementaires. Avec votre slogan « Rendez-vous au sommet », êtes-vous déjà au sommet, madame? Non, non, non. Je ne suis pas encore au sommet. Je voudrais vraiment interpeller parce que plusieurs personnes m'arrêtent même en cours de route pour demander qu'est-ce que ça signifiait rendez-vous au sommet. Au fait, rendez-vous au sommet, c'est le titre d'un livre. C'est le livre de Zig Ziglar. C'est un livre qui est un best-seller, qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires, où l'on parle des stratégies et méthodes, comment atteindre l'objectif de sa vie. Alors, Rendez-vous au sommet, c'est mon livre de chevet parce que j'ai l'habitude de le lire chaque jour et de prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'invite aussi plusieurs personnes à le lire parce que ça m'a vraiment aidé à être là où je suis. Et plusieurs jeunes que je rencontre chaque jour, je leur dis, écoutez, lisez ces livres, ça va vous aider. Donc, rendez-vous au sommet, ce n'est pas seulement, peut-être, parce que beaucoup de gens disent, c'est la présidente de la République que vous voulez devenir. C'est la question que j'allais vous poser, parce que le sommet, aujourd'hui, c'est quand même la présidence de la République. Pourquoi Exactement, pourquoi pas? Pourquoi pas secrétaire général à l'ONU? Pourquoi pas à l'Union africaine? Pourquoi pas à la SADC? Pourquoi pas aux droits de l'homme? Pourquoi pas une couturière? C'est quoi son rendez-vous au sommet? C'est avoir une grande maison de marque. C'est quoi rendez-vous au sommet pour un boulanger? Avoir sa boulangerie qui aura peut-être pignon sur rue. Donc chacun a son rendez-vous au sommet. Et nous tous, comme nous ne sommes pas appelés tous à faire la politique, chacun dans son domaine doit atteindre le sommet. Pour un étudiant en médecine, le sommet, c'est finir ses études et commencer son travail et ouvrir son cabinet. Pourquoi pas? Chacun a son sommet et nous tous, nous devrons atteindre ce sommet-là pour être épanouis dans la vie. Ah oui. Aujourd'hui, vous êtes parmi les législateurs. Je le disais tout à l'heure, le pays est en train de s'aligner sur un état de droit. On n'y est pas encore, mais on est sur cette voie. En tant que président de la Commission des droits de l'homme, de manière assez brève, est-ce que vous pouvez nous dresser un état des lieux de ce que vous pensez d'abord de ce concept et comment vous assumez cette fonction au sein de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, madame. En ce qui concerne l'état de droit, d'entrée de jeu, je dirais que c'est très difficile de bâtir un état de droit sur un non-état. Pour qu'il y ait état de droit, il faut d'abord qu'il y ait un état. Vous remettez en cause le statut d'état de la RDC ou quoi? Si je le dis, c'est en connaissance de cause. Qu'est-ce que j'entends par un état? De manière simple, sans parler avec un langage technique. Je pense qu'un état
non pas par les définitions qu'on nous donne dans les dictionnaires ou bien dans la diplomatie qui est reconnue par les autres, et qui a une agglomération, qui a une monnaie, non. Un État, c'est à chaque citoyen de reconnaître sa place. Je le dis parce que je soutire ici l'aspect notamment de droits de l'homme, des droits humains si vous voulez. Je constate, depuis que je suis à la commission comme présidente de la commission et avant comme activiste de droits de l'homme, nous sommes dans un pays où on ne respecte pas le droit de l'homme. Et pas ici, totalement, il y a quand même des avancées. Il y en a. Il ne faut pas être extrémiste. C'est vrai, madame, je ne suis pas nihiliste, mais je pense que les droits de l'homme, ce n'est pas seulement les droits civils et politiques, madame. Ce n'est pas seulement fermer des cachots, ce n'est pas seulement libérer les prisonniers, non. Le droit de l'homme, il y a aussi les droits de la deuxième génération. Les droits socio-économiques, par exemple, où un citoyen a droit à un travail, un citoyen a droit aux soins de santé, etc. Et puis, il y a encore les droits de la troisième génération qu'on appelle le droit collectif, le droit lié à l'environnement. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Il arrive de temps où nous comptons des naufrages, où il y a des calamités naturelles, parce que nous n'avons pas bien loti, parce que nous avons construit en ne tenant pas compte des prescrits, même des normes de l'urbanisme. Et tout ça, ce sont des droits. Et pour moi, un pays, un État qui se veut être un État de droit, doit d'abord commencer par respecter les fondements de droits humains, de droits de l'homme. On ne peut pas bypasser les étapes. Parce que le concept tel que vendu actuellement, l'état de droit, c'est cet état-là où on met les gens en prison. Non. La liberté, faudrait commencer par quelque part. La liberté, madame, est une règle. L'emprisonnement est une exception. Et on part de là. Et là encore, il y a beaucoup à dire. Parce que tout ce qu'il y a de légitime dans l'emprisonnement, c'est ôter la liberté. Tout ce qui se passe à l'intérieur des prisons, où on ne prend pas en compte la qualité de vie, où on entasse des hommes, on entasse des femmes comme des sardines, où on ne respecte pas le droit à la santé des prisonniers, tout ça, ce sont des crimes, ce sont des violations graves des droits humains. On ne peut pas penser que l'état de droit, c'est simplement les droits de la première génération. Nous comptons aussi les droits de la deuxième génération, de la troisième génération, peut-être même de la quatrième génération, des droits liés aux nouvelles technologies de l'information, à l'Internet, etc. Donc c'est la somme de toutes ces choses qui créeront en effet un état de droit où un citoyen ne peut pas réfléchir comment est-ce que je vais emmagasiner l'eau. Parce que nous sommes dans un pays où il pleut beaucoup. Nous sommes à cheval entre l'Équateur. Notre fleuve a un paradoxe débit entre nos richesses et notre manière de vivre existe depuis toujours. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui vous allez remettre en cause des avancées qui ont été déjà enregistrées dans certains secteurs parce que, évidemment, on manque l'eau, on manque le minimum, on manque tout ce qu'on peut manquer et on est quand même en train d'évoluer. Comme lesquels, madame? Je travaille tout le jour, je suis sur terrain, je côtoie la population. La vérité, c'est de poser les bons diagnostics. C'est par rapport à ça que nous allons avoir des solutions. Il ne suffit pas de nier les évidences. Quand je dis qu'il n'y a pas d'eau, je ne vous parle pas de l'arrière-pays, je vous parle de Kinshasa, à Selimbao, à Bumbu, à Kalamu. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'électricité, je ne vous parle pas de Malembankulu, je ne vous parle pas de Madimba, je vous parle de Kasavubu, de Bandal et de Kinshasa en général. Et peut-être de toute la République démocratique du Congo. Et si nous voulons, en tant que politique, moi, madame, je suis désolée, mais je le dis toujours, entre la politique et les droits de l'homme, je prends le droit de l'homme parce que ça avance plus rapidement le pays. Et quand je le dis, ce n'est pas la haine, je suis en train de parler au nom des autres. Et c'est justement pour ça que les activistes ne sont pas acceptés. Les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas facilement acceptés, si je peux le dire, par rapport aux dirigeants, parce qu'on estime parfois que l'on exagère, alors qu'on n'exagère rien. On constate les faits et on les dit tels quels. Mais justement, vous avez posé un diagnostic de manière générale sur le non-respect des droits de l'homme dans ce pays. Qu'est-ce que vous faites au sein de la commission pour que les choses avancent, pour qu'on enregistre quand même quelques pas sous votre mandat?
Merci beaucoup, madame. Nous sommes des législateurs. Notre travail, nous restons dans les prérogatives. Nous votons de lois qui vont dans le sens de donner une impulsion au domaine des droits humains, mais au même moment, nous contrôlons les ministères. Et notre commission est une commission transversale compte tenu des générations des droits humains dont je vous ai parlé au début de l'émission. Et donc, nous surveillons les ministres. Pourquoi il n'y a pas d'eau? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? Pourquoi on doit encore cogiter énormément en ce qui concerne la santé? Pourquoi les Congolais doivent aller dans les hôpitaux et ressortir avec des infections nosocomiales? Ça veut dire tout simplement que tu vas que tu vas à l'hôpital pour la typhoïde, mais tu en sors avec la malaria que tu as eu où? À l'hôpital. Tu as été piqué par des moustiques à l'hôpital. Ce n'est pas normal. Et tout ça, c'est notre travail. Mais en ce qui concerne les lois, nous avons par exemple eu une loi, une première déjà dans la commission, c'est la loi portant protection des personnes vivant avec handicap. Et cette loi-là, personnellement, je me suis impliquée parce qu'avant la campagne, j'avais eu une idée. Je me disais, on peut beau rester sur les stratos, sur les paroles, que nous voulons intégrer les personnes vivant avec handicap dans la société, mais il faut une véritable discrimination positive. Et la discrimination positive passe par des actes que l'on peut voir. Et cette loi, nous avons réussi à intégrer à l'intérieur que tout engagement qui se fera désormais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, que ce soit pour les entreprises privées et publiques, il doit y avoir un quota réservé aux personnes vivant avec handicap. Là, c'est une discrimination positive qui fait avancer un pays. Parce que j'ai vu des personnes vivant avec handicap, aveugles, détenteurs d'une licence. Ils sont légion, ils sont là. Mais lorsqu'il va pour un engagement, écoutez, il faut réfléchir 2 fois, il faut réfléchir 3 fois. Et les gens ont difficile à engager ces personnes-là. Alors qu'actuellement, ils représentent 13,9% de notre société. Et si nous les excluons, c'est empêcher une catégorie vulnérable de survivre et toutes les charges sont retournées vers nous. Et c'est une ressource humaine de moi que nous mettons de côté. Exactement, madame, c'est honteux de passer sur les grandes artères de la ville et de voir ces gens-là en train de demander, en train de quémander, alors que ce sont des pères des familles, des mères des familles, et qui sait peut-être qu'un conducteur ivre peut tamponner, et on a déjà enregistré plusieurs cas. Et c'est une catégorie des personnes qui sont facilement vouées, si je peux le dire, à des pratiques mesquines de la part de certaines personnes. Alors, les filles, les petites filles qui accompagnent souvent les aveugles sur le boulevard sont souvent violées par des gens mal intentionnés. Elles sont victimes des violences de toutes sortes et c'est notre manière à nous d'apporter une solution. Il y a aussi une deuxième loi, c'est la loi sur les personnes, les pygmées, les peuples autochtones. Oui, les peuples autochtones. Comment faire pour que cette catégorie de personnes-là soient vives comme des personnes normales? Il faut le faire. Alors, nous travaillons déjà sur la loi. Au-delà de ça, il y a aussi une loi portant protection et promotion des défenseurs de droits de l'homme, parce qu'on a eu des crimes d'emprisonnement. Il faut que ces personnes-là qui font cet apostolat de travailler pour les autres soient protégées d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a la loi sur les journalistes, sur la liberté de la presse, qu'on va travailler incessamment au niveau de la Constitution et au niveau de la Commission. Oui. Il y a plusieurs lois, madame. Nous avons plusieurs lois, mais le comble est que, je ne sais pas si je peux appeler ça le comble, il n'y a pas trop de communication sur ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. À qui la responsabilité? Voilà, c'est comme ça. Mais vous êtes quand même très visible, on voit ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Voilà, je fais un effort parce que je me dis, le gros de travail à l'Assemblée nationale, c'est au niveau des commissions. Il y a des débats qui commencent à 10 h pour s'arrêter à 20 h, seulement pour une phrase. Celui-ci dit « je ne suis pas d'accord », l'autre dit « non, il faut que ça soit telle forme » et vous pouvez passer 5 heures
à débattre sur une phrase. Alors Donc, qu'il y a des députés qui regrettent d'avoir été élus et vous accusent de ne rien faire parce que finalement, la population ne trouve pas son compte dans ce que vous faites. Ce sont vos intérêts, vos propres intérêts. Surtout quand vous réclamez qu'ils puissent avoir une majoration sur vos salaires. Maman Faiza, la main sur le cœur, si on m'avait dit que présider une commission, ça aurait été difficile comme ça, peut-être que j'aurais réfléchi 2 fois pour le faire. C'est un grand travail et je n'ai presque pas le temps pour moi. En tant que présidente d'une commission, tu dois veiller sur le travail des sous-commissions parce qu'il y en a. Oui. Il y a les travaux de sous-commission que tu dois recevoir pour préparer les grandes plénières et en tant que présidente, tu dois toujours lire. Tu dois avoir la Constitution, tu dois avoir le règlement d'ordre intérieur et sans compter la culture générale. Tu dois tout savoir parce que c'est toi qui présides le débat et le débat ne peut pas t'échapper. Et je ne sais pas Et en tant que femme, vous sentez les choses différemment? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là encore, Maman Faiza, parce que je sais que les droits des femmes, c'est votre apanage. Je pense que les femmes, nos pionnières, nos aînés en politique n'ont pas dit toute la vérité aux femmes qui veulent faire la politique. Ah bon? Oui, je pense qu'elles n'ont pas dit la vérité. La politique, de prime abord, c'est un monde réservé aux hommes. C'est comme ça qu'on a construit ce monde-là. Aux hommes masculins, je veux dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont un état d'esprit différent, assez différent des femmes ou pourquoi? Non, parce que le mode de travail et parfois certains coups bas qui se passent, les femmes généralement n'ont pas ce cœur-là. Mais c'est pourquoi je parle d'état d'esprit. Exactement, exactement. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de femmes en politique. Parce que si tu es à l'aise, si tu es une femme qui n'a pas d'ambition, ça veut dire on te met là pour décorer, pour dire écoutez, vous dites la parité, ben écoutez, il y a des femmes ici, et que tu es muette, tu ne t'exprimes pas, tu dis jamais non, là c'est bien pour toi. Mais quand tu es une femme de caractère, qui sait dire non, s'opposer, écoute madame, vous aurez toute la foudre. Vous aurez toute la foudre. Donc, en tant que femme, vous subissez aussi certaines discriminations dans cette institution qui est censée être... Beaucoup, madame. Beaucoup, madame. Moi, je vais vous dire, par exemple, lorsque j'ai été élue à la tête de la commission... Ça n'a pas été facile. Voilà, ça n'a pas été facile. Il y a des gens qui ont dit clairement que moi, je ne peux pas me faire diriger par une femme. Non seulement une femme, mais une jeune femme. Oui. Et je préfère quitter la commission. Ils considèrent ça comme une humiliation d'être dirigé par une femme. Ce sont des idées rétrogrades. Et les autres personnes le disent, mais les autres le pensent, mais ils ne le disent pas. En contrepartie, ce sont les bâtons dans les roues. Tu n'as pas idée. Mais vous aussi, Christelle, vous vous êtes engagée aussi jeune dans la politique, donc il faudrait avoir des épaules pour... Exactement, madame. C'est la raison pour laquelle je vous dis que nous nous battons pour une génération. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois j'ai eu envie de démissionner. J'ai dit, si c'est pour ça, alors je démissionne. Mais quand je pense à cette génération des femmes, quand je pense à mon pays qui est qualifié d'un pays des femmes violées, d'un pays où il n'y a presque pas de femmes qui s'engagent activement à la politique, je dis, ok, je préfère subir les coups. Je préfère être la victime expiatoire pour creuser un chemin pour mes sœurs qui viendront demain occuper ce poste. Mais pourquoi vous faites la politique? Je fais la politique par ambition, je fais la politique par idéal. Si je voulais la politique pour l'argent, je ne serais pas en train de défendre les droits humains. Parce que les personnes qu'on défend, à la commission, chaque jour, on reçoit au moins 30 personnes, qui viennent chaque jour avec des doléances. Et ce ne sont pas des personnes qui vous donnent... Mais c'est un secteur aussi qui a beaucoup de financement à travers des partenaires. Je ne sais pas, peut-être, mais moi, je n'ai jamais vu de financement. Je n'ai jamais eu de financement. Nous travaillons comme élus du peuple. Peut-être que vous n'avez pas encore frappé à la bonne porte. Peut-être vous avez raison, mais pour le moment, nous voulons être concentrés sur les abus et violations qui se passent
non seulement à Kinshasa, mais sur toute l'étendue. Je vais quand du même territoire. revenir sur la loi des personnes vivant avec handicap pour leur protection. On a vu des lois être votées dans ce pays. Malheureusement, le mécanisme pour la mise en application de ces lois a fait défaut. Je prends un petit exemple sur les femmes où le quota a été garanti, le quota de 30%, au niveau de la loi. Mais la mise en application n'a pas suivi dans certains partis politiques, par exemple. Ils s'en foutent complètement. Est-ce qu'il y a des garde-fous que vous allez mettre en place pour que dans la mise en application de ces lois, dans les nominations, par exemple, les femmes, on voit, elles se lèvent le lendemain avec des calicots, avec des banderoles pour dire non, il y a eu discrimination, il y a eu ceci, mais après 3 jours, on oublie. Le lendemain, il y a d'autres nominations. Il n'y a pas des femmes. C'est un cycle dans lequel nous vivons. Qu'est-ce que vous avez prévu justement comme mécanisme pour la mise en application de ces lois? Ok. Madame, avant de parler des mécanismes de suivi, je voudrais qu'on aborde un peu, sans langue de bois, la question sur les femmes. Vous savez que moi, j'aime... Oui, on est toutes dedans. On est toutes dedans. Oui. Moi, il y a un temps où je me suis résolue, j'ai dit non, maintenant je vais former les femmes. Les jeunes filles qui veulent faire la politique, je vais accompagner tant soit peu. Je n'ai pas assez de moyens, mais le temps, j'en ai. Donc, j'ai décidé de parrainer certaines filles, jeunes filles. Et tu sais, c'est que les autres femmes elles me disent que ces filles-là vont te trahir. Elles seront les premières à se retourner contre toi. Pourquoi tu fais ça? Non plus faux, elles les disent peut-être par expérience. Mais, madame, lorsque on investit dans quelque chose, on ne le fait pas forcément pour avoir quelque chose en retour. Moi, j'ai rencontré des femmes extraordinaires dans ma vie qui m'ont toutes donné un coup de pouce. Et à mon tour, je voudrais bien... Mais vous avez aussi rencontré des femmes dans votre vie mais je veux, qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Exactement, madame. Beaucoup d'ailleurs, même jusqu'à présent. Mais je veux tout simplement me focaliser sur le positif. Et c'est un message pour toutes les autres femmes. Tant que nous sommes minoritaires et nous continuons à nous battre entre nous, mais la loi là ne passera jamais. On le dit, les faits précèdent la loi. On peut beau écrire des lois, mais qu'en est-il des faits? Combien de femmes parrainent les autres femmes dans les partis politiques? Quand on dit 30%, c'est non 30% numérique. Ça veut dire tout simplement des femmes qui méritent, des femmes qui sont engagées, les femmes qui peuvent avec un profil. Combien de femmes méritent? Voilà, c'est ça la grande question. Est-ce que nous travaillons dans nos partis politiques, non pas parce que les femmes, pour que les femmes puissent essuyer les chaises, pour qu'elles puissent acclamer, pour qu'elles puissent chanter, mais pour que ces femmes-là soient formées réellement à la gestion de la République. C'est possible de le faire. Mais nous constatons tout simplement que lorsqu'une femme arrive, la première chose qu'elle fait, c'est de se débarrasser d'abord des autres, de garder tout pour elle-même. Elle a peur que les autres viennent la voler sa place. Mais moi, en ce qui me concerne, je pense que si nous sommes nombreuses, on sera plus fortes. Et il y a la place pour tout le monde. On est majoritaire dans la densité de la population congolaise. Mais on est faible, vulnérable. Il y a la place pour tout le monde, madame. J'occupe une place à l'Assemblée nationale, certes. Il y a beaucoup d'hommes qui voudront être là à ma place. Et dans mon bureau, j'ai 6 personnes. Je suis la seule femme, avec 5 hommes. Et à chaque fois que je travaille avec eux, jamais je me suis mise dans la tête que j'étais une femme et que je devrais avoir des privilèges, une manière de travailler qui est contraire à la norme. Non. Tout ce qui est en dessous de nos robes n'a rien à voir avec la politique. Rien à voir avec l'intelligence aussi. Rien à voir avec l'intelligence. La politique, c'est le cerveau. C'est l'abnégation. C'est le courage. C'est la lecture. C'est l'intelligence, comme vous l'avez dit. Et à chaque fois qu'on présentera cette faiblesse, écoutez, donnez-moi parce que je suis une femme, donnez-moi parce que je suis marginalisée, et alors on donnera quelque chose qui ne nous convient pas. Mais qu'est-ce qui devait être fait? Vous parlez de cette unité des femmes. Ces femmes quand même qui sont réunies dans certains caucus, dans certaines organisations, nous représentent assez valablement dans les suivis de la mise en application, de respect des droits des femmes. Est-ce que ça ne suffit pas aussi pour se faire entendre? On ne va pas demander à toutes les femmes de faire la même chose. Exactement. Elles font un travail excellent.
c'est bien, c'est encourageant. Mais je pense qu'il faut faire plus. Et plus, ça part de la base, de la jeune fille. Il faut s'occuper de la jeune fille, quand elle est encore jeune, de déterminer ce qu'elle veut faire. On ne peut pas aller comme faible devant les hommes. Madame, vous essayez d'imaginer que vous avez un débat de 10h à 21h et vous vous levez, vous dites, je suis la présidente, mais je dois rentrer pour préparer. Oui, j'ai mes enfants. J'ai mes enfants. Automatiquement, tout le monde se regarde et me dit, mais écoutez, elle ne vaut rien, celle-là. Voilà pourquoi il ne faut pas donner aux femmes des postes de Voilà pourquoi il ne faut pas responsabilité. donner à la femme. La femme a un avantage, elle est multisectorielle. Elle peut faire tout à la fois. Il y a des choses qu'on peut faire même à 4h du matin, à 5h du matin, tout en sachant que j'ai un programme qui commence à 8h. Et y aller, et ne pas surtout ternir l'image des autres femmes qui viendront. Parce que si vous le dites, sachez-le très bien que vous ternissez l'image de toutes les femmes. Les hommes sont comme ça. Ils diront, mais vous les femmes, vous plairez. Lorsqu'on vous donne un poste, c'est maintenant, je dois aller préparer, je dois aller faire ceci, je dois aller faire cela. C'est comme ça qu'au départ, je vous avais dit que le monde politique, tel que conçu, techniquement, n'est pas assez idéal pour les femmes. Vous allez voir les femmes. Il faudrait s'armer, hein? Voilà, il faut maintenant contextualiser. Okay. Les femmes, dernièrement au Kenya, il y a les femmes qui ont milité pour qu'on puisse créer une crèche à l'Assemblée nationale. Elles disent, je veux aller travailler, mais écoutez, quand je veux allaiter, il faut que mon bébé soit à 100 mètres. C'est leur manière de voir. Mais je vous épargne les insultes qu'elles ont eues par rapport aux collègues hommes. Oui, en Afrique, ça ne passe pas. Pourtant, en Europe ou dans les pays occidentaux, ça commence à évoluer dans certaines entreprises. Ça commence à évoluer. Oui. Une autre anecdote, nous sommes au niveau de la commission, la loi des personnes vivant avec handicap. Nous disons que toutes les violences faites à la femme vivant avec handicap doivent être punies, y compris les violences sexuelles. Mais madame, l'incise, y compris les violences sexuelles, on a dû faire 3 heures de débat parce qu'on trouvait que c'est superfétatoire, que ça n'avait pas sa place. Alors qu'on le voit, les femmes muettes, les femmes sourdes, comment elles sont à la merci des hommes. Certaines sont violées facilement. Elle ne sait pas parler, elle ne dira rien. Et on doit protéger cette femme-là. Et parfois, il faut vraiment être armé pendant les débats. Il faut être armé pendant les débats. En parlant justement des violences, Vlisco Congo a mis en place une campagne en collaboration avec City Joyce pour venir en aide à ces femmes fortes. On les appelle plus comme avant les victimes, mais plutôt des femmes fortes pour qu'elles puissent elles aussi se retrouver dans la société. Et à travers cette campagne, la manière de soutenir cette campagne, c'est d'aller justement vers les boutiques partenaires à Vlisco et de se procurer de leur pagne. Les bénéfices seront directement versés pour la prise en charge de ces femmes fortes. Donc, il faudrait absolument adhérer à cette campagne City Joyce, City of Joy, c'est ça la collection lancée par Vlisco pour soutenir les femmes fortes, surtout celles de l'Est de la République démocratique du Congo. Honorable, on a presque fini, mais on a beaucoup de choses à se dire. J'espère qu'on va se revoir très bientôt. Comment vous envisagez, d'abord avant cette question, est-ce que vous, députés, vous êtes dignes de confiance par rapport à vos élus? Cette question est personnelle ou bien c'est l'ensemble des députés personnels? D'abord, elle est personnelle. Puis, elle sera ensuite votre lecture pour l'ensemble des députés. Je ne sais pas vous répondre, madame, parce qu'il n'est pas aisé de parler de soi. Mais tout ce que je sais, c'est que chaque matin, quand je me réveille, je m'agenouille et je dis à Dieu de me donner l'humilité et la sagesse, ainsi que l'intelligence pour défendre mon peuple. Et j'habite dans ma circonscription électorale. Depuis, je n'ai pas déménagé. Chaque jour, je rencontre ma population. Chaque jour, je parle à ma population. Et maintenant, là, je reçois même des demandes des autres circonscriptions. Ils me disent que je suis trop focalisée sur la FUNA. Il faut que j'intervienne aussi dans d'autres dossiers. Aujourd'hui, avant de venir ici, nous avons lancé les travaux sur la route 24, juste devant le marché de Selembao. Je me suis déplacée moi-même parce que je m'étais impliquée fortement. J'ai écrit au ministre, j'ai fait des émissions parce que c'était inconcevable de voir une commune avec une telle densité
manquait des routes. Il y a presque pas une route agréable pour Sélimba. Et aujourd'hui, comme on a lancé ces travaux, on dit que ça va faire 3 mois, on va même bétonner ces tronçons entre le marché et l'avenue Landou. Alors on espère que ça pourra soulager. Apparemment, vous êtes satisfaite? Pas encore, je serai satisfaite à la fin des travaux parce que je sais toujours comment ça commence. Ou à la fin de votre mandat? Peut-être. En 2023, on va faire un bilan. Peut-être. On sera obligé de faire un bilan, madame. Mais en même temps aussi, vous êtes, par rapport aux autres députés quand même, il y a une forte déception de plus en plus. Hein, plus les mandats passent, plus les gens, je crois qu'on aura beaucoup d'abstention dans les jours à venir. Exactement, madame. C'est tout à fait normal. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, c'est personnel ou bien c'est pour l'Assemblée nationale en général. Et on va moins voter les femmes. Hein. Je pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas, madame. Peut-être à cause de ce qu'on fait. Grâce à ce qu'on fait, on pourra voter plusieurs femmes. Beaucoup attendaient qu'on puisse être dilués dans l'eau comme nos précédentes, mais on a montré peut-être à l'échelle de 100%, je dirais peut-être on est à 10%. Vous êtes des voix des sans-voix, vous n'êtes pas des fleurs du Parlement. Exactement. On a montré qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait apporter des solutions, madame. Au niveau de la commission, on a eu des preuves palpables. Avant, on pouvait assassiner un jeune comme ça à la rue et ça pourrait passer comme ça. Mais maintenant, on a eu des cas d'arrestation où nous nous sommes impliqués nous-mêmes jusqu'à l'arrestation. Et il y a plusieurs cas, madame. Il y a plusieurs cas. C'est la raison pour laquelle j'invite les téléspectateurs qui nous suivent peut-être de me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ma page Facebook Christelle Voanga officielle et mon compte Twitter Christelle Voanga, peut-être pour avoir plus d'infos, parce que nous communiquons tout ce qu'on va faire et ça sera d'ailleurs l'essentiel de notre bilan que vous avez dit qu'on fera en 2023. Merci. Un mot pour nous séparer ou avant de nous séparer? Un mot, croire en ce rêve, en ses rêves. En 2017, quand j'étais ici, vous m'avez posé la question, est-ce que si vous êtes candidate, vous serez élue vraiment honorable? Non, à l'époque, ce n'était pas honorable. On va mettre quand même la vidéo pour que sur les réseaux sociaux pour motiver les gens. Et je me souviens de la réponse. Vous y croyez tellement? Oui, j'y croyais et il faut vraiment y croire. Moi, je suis amoureuse de ce Congo. Je suis amoureuse de ce peuple. Je peux tout arrêter pour aller sauver un Congolais. Je peux aller à l'Assemblée nationale chaque jour pour défendre un Congolais, chaque jour, jusqu'à ce que je sois satisfaite. Parfois, je suis brisée. Quand j'ai beaucoup de travail et qu'on m'apporte un dossier, j'ai dit à quelqu'un, pouvez-vous patienter ou bien je passe votre dossier à quelqu'un d'autre. Il me dit non, je veux que ça soit toi. Je suis contente lorsque un employé de l'Assemblée nationale m'attend à la porte avec un papier, me dit, honorable, on a violé une fille dans mon quartier. Je leur ai dit, j'emmène le dossier sur l'honorable Christelle. C'est ce que je voulais que les gens puissent penser de moi. Celle qui défend les autres, celle qui se déplace pour son peuple, pour les autres. Et même si je ne suis pas députée, je ne suis plus députée, mais je serai toujours activiste des droits humains. Rendez-vous au sommet? Rendez-vous au sommet, madame. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était l'honorable Christelle Voanga, élue de la FUNA. Elle est présidente de la Commission des droits de l'homme au sein de l'Assemblée nationale. Je rappelle même que vous avez milité pour que cette commission puisse exister aujourd'hui. C'est une avancée très significative et l'on espère que ça sera quand même des traces qui vont rester, qui vont porter des fruits. Merci et surtout à la jeune fille. Hein, ça a été dit au début de cette émission, il faut croire en ses rêves et travailler pour y arriver. L'honorable Christelle Voanga est un exemple très palpant de la détermination et de la volonté par rapport à ce qu'elle voulait et par rapport à ses ambitions politiques. À très bientôt. Merci.